Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Collection Ad Valorem. Ouvrage paru. Adélaïde Delastic, Que valent les valeurs, 2014. L'auteur. Gérard Schoun. Gérard Schoun est diplômé de l'ESSEC. Expert RSE reconnu, il est cofondateur de plusieurs entreprises toutes dédiées au développement de la RSE. Gérard Schoun a publié Diriger, édition d'organisation 2004. Tu seras un leader, ma fille, édition Autre-temps 2010. Entrons dans le management d'après, édition Ligne de repère 2010. Manifeste pour une comptabilité universelle, édition L'Harmattan 2011. Les contributeurs. Véronique Chabernaud. Véronique Chabernaud est médecin, oncologue, diplômée de l'ESSEC Executive Education et du Master pour le développement du leadership éthique. Elle a fait une carrière internationale de dirigeante dans l'industrie pharmaceutique, à des postes de recherche médicale et de responsabilités opérationnelles. Elle est fondatrice et dirigeante de la société Créer la Vitalité, et a créé le concept de potentiel vitalité, apporté aux entreprises, organisations et au grand public par le conseil, l'accompagnement, l'enseignement, des publications et expositions. Elle a également créé et préside l'association Enfance et Vitalité. Adélaïde Delastic. Adélaïde Delastic, Dr S Philosophie EHESS, spécialiste de l'éthique en entreprise et consultante en responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, cherche à intégrer une approche éthique et de responsabilité sociale à la démarche stratégique des entreprises. Elle fait partie de 2 laboratoires de recherche, l'Institut Jean-Nicot EHESS, INS CNRS et le Value Lab, Paris School of Business. Sa liste de publications est disponible sur le site de Jean-Nicot. Yann Keinec. Yann Keinec est juriste, diplômé du DJCE de Rennes et LLM d'Exeter en droit international des affaires. Directeur général d'Affectio Mutendi, première agence conseil en stratégie sociétale, articulant communication corporate et de crise, affaires publiques, compréhension des enjeux juridiques et relations avec les ONG. Ancien directeur de l'association Sherpa, il a exercé, de 1997 à 2004, comme conseil juridique et fiscal au sein du cabinet Landwell & Partners. Il enseigne les enjeux juridiques de la RSE, en Master 2 au sein de plusieurs facultés de droit et écoles de commerce et publie régulièrement ses travaux de recherche dans des revues de référence, notamment autour du concept de contrat durable objet de sa thèse. Sanden Kr. Agissant au sein des performances underground menées avec la compagnie Gertrude II, Sanden Kr met à contribution son expertise artistique, son regard extérieur et décalé à travers un aperçu du fonctionnement et des méthodes des entreprises. Sanden Kr a été publié dans Thème Axe 8 Art et Musique, édition Luc Divine, 2009, Slam Session, Asile édition 2009, Château de cartes, La tribu du verbe, édition La passe du vent 2011. Apparaître, Attentat rhétoriste, Performance underground, édition 205 2014. Laure Semen. Présidente de LSG, société spécialisée dans l'accompagnement et le conseil en éthique auprès d'équipes dirigeantes, Laure Semen accompagne depuis une dizaine d'années des dirigeants et des managers dans l'amélioration de leur posture managériale et de leur communication interrelationnelle. Convaincue que l'humain constitue la principale richesse de l'entreprise, elle accompagne ses clients, particulièrement de grands groupes en phase de rachat, fusion-acquisition, individuellement et ou collectivement, pour créer une synergie autour d'une philosophie managériale qui met en exergue la fonction de manager-leader responsable. Patrizia Valero. Patrizia Valero dirige le cabinet Pergus, qui accompagne les organisations dans l'accélération des performances par une gestion respectueuse de l'humain. Après avoir travaillé dans la communication au service de grands groupes à l'international, elle intervient, depuis 2005, sur de problématiques de responsabilité sociale et développement du potentiel humain. Auteure de nombreux articles sur le capital humain, elle a piloté le groupe de travail consacré à l'humain dans l'investissement, avec HEC Club Finance. Elle est auteure du livre blanc Capital humain, levier de performance durable, aux éditions HEC.
Slam. Montons sur le balcon, Sanden KR. Montons sur le balcon. Prenons de la hauteur. Faisons-nous oublier. Éloignons-nous des acteurs. Prenons du recul. Soyons extérieurs. L'espace-temps d'une seconde. Stoppons la trotteuse. Positionnons-nous. Contre la montre. Contre les comptes à rebours. Les comptes Twitter. Les comptes Facebook. Contre tout un tas de comptes courants. Mais courants vers où? Vers des entreprises pressées, des salariés sous pression? Vers des sociologues stressés, vides d'intervention? Vers une infobésité hésitante? Une sociologie entreméprisante? Vers des humains multitâches 3.0 et la domestication d'animaux sociaux? Montons sur le balcon. Prenons de l'altitude. Changeons d'habitude. Faisons étude des individus. Interrogeons l'identité face au flux tendu. En un mot, agissons. L'intervention, c'est avancer au milieu des inventions. C'est créer sa version des avancées. C'est être sur le versant. C'est tergiverser. C'est inverser des procédés. C'est renversant. C'est intervertir. Interagir. Faire inventaire. Investir. Mais l'intervention, ça peut être aussi savoir comment gérer les outils de gestion. Comment réguler les procédés de régulation. Ou comment réorganiser les organisations. Alors montons sur le balcon. Pas seulement pour mettre des pansements sur notre vision du monde. On dit que le sociologue est la 5e roue du carrosse. Parce que Renault roule toujours et Bourdieu court derrière. Désespérément pour régler les problèmes. Alors faisons une pause. Fuyons la performance. La profusion de temps. Cette transe du résultat. Redonnons du sens. Une âme à l'entreprise. Montons jusqu'aux couches atmosphériques. Pour mieux redescendre et agir sur le théâtre de la vie. Prologue. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Friedrich Hölderlin. C'est un homme d'âge mûr, les cheveux grisonnants, avec une petite moustache. Il avance dans les coulisses. La caméra le suit. Lorsqu'il entre sur scène, il est accueilli par des applaudissements nourris. Nous sommes dans un amphithéâtre et notre conférencier n'est autre que Gary Hamel, un gourou du management outre-Atlantique depuis la publication en 1994 de son ouvrage « La conquête du futur ». D'emblée, il questionne l'auditoire. Quelle est l'invention des 100 dernières années qui a le plus changé nos vies? Derrière lui, une diapositive indique de nombreuses réponses possibles. Le moteur à explosion, la chimie, le séquençage de l'ADN, Internet. Avec un brin de mauvaise foi, il balaye tout cela. Non, l'invention majeure, c'est le management. Puis vient le cœur du message. L'essentiel du management tel que nous le connaissons était déjà en place en 1920. Il s'est perfectionné dans les décennies suivantes, mais la courbe de l'amélioration tend vers l'asymptote. Dans les 50 dernières années, les apports sont marginaux. Or, dans la même période, le contexte a connu une évolution radicale. Le changement a changé, pas tant sa nature mais surtout sa fréquence, souvent exponentielle. La compétition s'est accrue, elle est désormais mondiale. Les savoirs se banalisent, le vrai défi consiste à en générer de nouveaux plus vite que les concurrents. Comment faire pour rendre les organisations plus résilientes et plus innovantes? Les systèmes, processus, procédures, logiciels jouent un rôle déterminant mais seuls les hommes et les femmes sont capables de résilience et d'innovation. Le management 1.0 né au siècle dernier n'a pas démérité mais il est à bout de souffle. Il est temps de lui substituer un management 2.0 qui saura puiser dans la créativité et la passion des individus pour créer des organisations performantes, un management qui comprendra que les humains ont des ressources avant d'être des ressources. Il n'est de richesse que d'hommes. Combien de fois avons-nous entendu cette antienne? Combien de fois a-t-elle été démentie par la réalité des valorisations boursières? Le capital humain reste encore souvent une variable d'ajustement, mais les perceptions bougent. Certains craignent que les crises multiples et enchevêtrées dans lesquelles nous nous débattons ne soient le prélude à une apocalypse. Il faut au contraire l'espérer.
Au sens originel, l'Apocalypse n'est pas un désastre mais le dévoilement d'une autre réalité. Et si les entreprises découvraient que l'humain est vraiment devenu capital? Chapitre 1. MECANISER l'humain ou humaniser la machine. Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est. Mais si vous le traitez comme s'il était ce qu'il doit et peut devenir, alors il deviendra ce qu'il doit et peut être. Johann Wolfgang von Goethe. Brève histoire de la machine. Gary Hamel a raison, le management est une construction intellectuelle récente. Il apparaît au début du siècle dernier avec la grande industrie. L'accent est alors mis sur la maîtrise des opérations. Obtenir la conformité des produits et des services aux exigences spécifiées par des ingénieurs, la doctrine du management s'articule autour de cet objectif simple. Taylor, Fayol, Sloan et d'autres inventent la division du travail, la bureaucratie et recherchent une organisation scientifique du travail, mirage qui, on le voit tous les jours, hante encore nombre de managers au début du XXIe siècle. Le management promet plus de consommation donc plus de bien-être mais n'évite pas l'aliénation d'un grand nombre de travailleurs qui doivent se soumettre au travail en miettes. Le management s'enrichit ensuite de la notion d'amélioration, notamment après les années 70 où la crise pétrolière impose aux industriels une nouvelle contrainte, celle de la hausse des prix des matières premières. L'amélioration s'obtient en progressant pas à pas, en recherchant un progrès continu pour mieux satisfaire le client, en réduisant les gaspillages. L'amélioration débouche sur la recherche de l'excellence et passe par l'implication de tous. Le management devient donc participatif. Aujourd'hui, la réalité du management c'est de réussir l'anticipation et l'intégration. Développer un produit, un service ou une organisation en dehors de références habituelles afin de se démarquer de la concurrence, éviter les impacts négatifs de l'activité sur l'environnement, désapprendre pour mieux apprendre. Ces différentes phases ne se suppriment pas les unes les autres, au contraire elles s'imbriquent les unes dans les autres. Pour passer à l'amélioration puis à l'anticipation, il faut maîtriser les opérations et la conformité. L'environnement socio-économique apparaît comme le principal moteur du changement. Ainsi au début du siècle dernier et jusque dans les années 60, quand la demande est supérieure à l'offre, le management se préoccupe essentiellement de mettre en place des organisations aptes à produire des objets qui respectent les spécifications définies par les concepteurs. En termes de pouvoir, l'ingénieur est la figure centrale. L'entreprise devient une machine à produire. Puis les entreprises vont se préoccuper de satisfaire les besoins des clients, en considérant quel usage ils font effectivement du service ou du produit. Dans les années 60, les études du marché et la montée du consumérisme vont de pair avec la nouvelle donne du marché. L'offre devient supérieure à la demande. Le marketing fait sa grande entrée dans les comités de direction. L'entreprise devient une machine à vendre. L'environnement des années 70 est marqué par la déréglementation des marchés et le renchérissement du prix de l'énergie. Les entreprises doivent trouver une nouvelle formule qui permette d'optimiser les coûts. Le contrôle du produit se fait désormais à chaque étape du processus et non seulement au final. Il est délégué aux opérateurs. La disparition et non plus seulement la correction des causes de dysfonctionnement est recherchée. L'effort sur les coûts, de la fin des années 70 au milieu des années 80, permet aux entreprises japonaises, américaines, européennes, de développer une offre de qualité à des prix abordables. Retour sur le devant de la scène des ingénieurs, qualité flanquée cette fois des financiers. Ils améliorent la machine à produire. L'accroissement du niveau de vie transforme petit à petit la nature du problème. Répondre aux besoins exprimés ne couvre qu'une partie de la demande, la partie visible. L'Eldorado des besoins latents, bien plus riche en potentialités de développement, en innovation, reste à découvrir. Les inventeurs, créateurs et designers ont le vent en poupe et améliorent la machine à vendre. Aujourd'hui, les entreprises ne se reposent plus uniquement sur leurs produits et leurs services pour entretenir leurs relations avec le client. Elles assurent leur promotion en prenant appui sur leur image, sur les valeurs qu'elles véhiculent, sur la culture d'entreprise, sur leur insertion dans l'environnement économique et social. La mondialisation et la libéralisation des échanges et des mouvements de capitaux sont passés par là.
Consommateurs et actionnaires ont pris le pouvoir. Le consommateur a la production mondiale à portée de main ou mieux sur son écran, et profite de ce pouvoir pour imposer aux producteurs de biens ou de services une tension permanente sur les prix et donc sur la productivité. L'actionnaire a appris à exiger de l'entreprise des rendements croissants. Les nouveaux concepts s'entrechoquent, les modes se succèdent, TQM, downsizing, centrage sur les compétences clés, externalisation, re-engineering, fusion, acquisition, informatisation intégrée et business. Toutes ces initiatives ont in fine un seul but, accroître la productivité. Le re-engineering porte bien son nom. L'ambition est de reconfigurer les processus, la mécanique de l'entreprise dans l'intention louable, de supprimer les silos et la bureaucratie. Il s'accompagne souvent d'un mouvement d'externalisation et provoque un remodelage de l'architecture des entreprises. L'architecture se veut plus légère et l'entreprise plus agile. L'organisation matricielle tente de surmonter les contradictions de l'organisation hiérarchique traditionnelle. Dans cette brève histoire de la machine entreprise, on a le sentiment que le facteur humain joue un rôle mineur. Il est devenu une simple variable d'ajustement. La logique financière, qui s'est imposée dans les 40 dernières années, n'a fait que renforcer le phénomène. L'entreprise est toujours vue comme une simple mécanique bien huilée, gage de productivité et in fine de profit. Si la machine semble avoir triomphé au niveau microéconomique, la victoire est tout aussi nette au plan macroéconomique. Pendant des siècles, l'économie, en tant que discipline intellectuelle, s'est confrontée avec la notion du bien et du mal. Ce n'est plus le cas. Pour apparaître plus scientifique, les économistes ont escamoté la question morale au profit d'un arsenal mathématique dont la sophistication cache l'insigne faiblesse des soubassements. L'un des pères fondateurs de l'économie mathématique, Alfred Marshall, déclarait : « Je pense qu'on devrait faire tout son possible pour empêcher les gens d'utiliser les mathématiques quand le langage courant permet un résultat aussi rapide. » Les économistes n'ont pas suivi son conseil, et aujourd'hui les livres d'économie ressemblent parfois à des livres de physique. L'approche mécanique de l'économie contemporaine est un jeu intellectuel qui utilise l'élégance des mathématiques pour faire oublier qu'elle est construite sur des hypothèses fumeuses. La rationalité complète des acteurs, l'information parfaite des marchés, la main invisible, les marchés auto-équilibrés. Finalement, que l'on se situe au niveau de l'entreprise ou des ensembles macroéconomiques, tout semble se passer comme dans le film Matrix. Ce qui était censé nous servir, les outils, les technologies, les programmes informatiques, les mathématiques devient notre maître. L'économie machine nous transforme en zombies condamnés à rechercher toujours plus de productivité, pour toujours plus de profit et de croissance. Une nouvelle philosophie. Peut-on continuer sur la même voie ? Il ne s'agit pas de récuser l'apport des nouvelles technologies ou approches de management. Qui peut encore se passer d'Internet ou dédaigner le lean management ? La chasse au gaspillage reste ouverte en toute saison et l'organisation est souvent perfectible. Mais utiliser de nouveaux outils en raisonnant uniquement en termes de maximisation de la valeur actionnariale conduit à une impasse. Un temps concurrencé par les modèles rhénans ou japonais, le modèle nord-américain s'est finalement imposé dans les années 1990. Il est aujourd'hui remis en cause aux États-Unis même. Michael Porter défend désormais l'idée de création de valeur partagée entre toutes les parties prenantes. Les Européens vont parfois plus loin et se reconnaissent dans l'approche de l'ancien président du Conseil des marchés financiers, René de Lasserre. Une entreprise, c'est un projet, pas une simple machine à profit. Les Européens doivent défendre cette philosophie et imposer leurs propres règles qui tiennent compte des intérêts de l'ensemble des acteurs. La norme internationale ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, parue en novembre 2010, répond à sa requête, elle est très européenne dans son esprit. La transformation des architectures d'entreprise vise à les doter d'un niveau de coût compétitif. Personne ne conteste le fait qu'il s'agisse là d'un facteur d'hygiène. Mais la réduction des coûts n'est plus véritablement une source de différenciation. Où réside alors la vraie source ? La seule véritable source de différenciation pour les entreprises ? La réponse fuse toujours la même, les hommes. Ce sont eux qui détiennent le savoir collectif de l'entreprise. Ce savoir a un gros défaut. Il est immatériel, vaporeux,
susceptible de disparaître à la moindre bourrasque qui jetterait par-dessus bord quelques-uns de ceux qui le détiennent dans leur tête. En réalité, le seul avantage compétitif pour la plupart des entreprises tient à la capacité de leurs collaborateurs à se maintenir en situation d'apprentissage. Quelle que soit la qualité des processus reconfigurés, de la banque d'affaires qui s'occupe des fusions-acquisitions, ou des consultants intervenant dans l'entreprise, la greffe des changements nécessaires ou voulus doit être acceptée par le corps social. Or, l'implication du personnel est rendue aujourd'hui plus ardue, du fait de l'imprécision du périmètre de l'entreprise qui génère des difficultés d'identification. Les contours éclatent. L'entreprise ancrée dans un territoire fait place à l'entreprise nomade, nébuleuse, virtuelle. Les forteresses sont remplacées par les molécules, les atomes, les réseaux, les configurations cellulaires. Les statuts de l'emploi se diversifient. Un salarié peut être physiquement dedans et juridiquement dehors, un intérimaire, un consultant chez le client, ou physiquement dehors et juridiquement dedans, un consultant détaché. L'entreprise est témoin d'une métamorphose liée à des changements technologiques et économiques, mais qui les dépasse. Si l'homme des sociétés primitives est avant tout marqué par un lien à la réalité fort et rationnel, celui du Moyen Âge par un système de valeurs et de croyances, l'homme de notre époque vit un dépassement de la réalité. Tout est possible, tout est envisageable. Le XXe siècle a conduit à un renouvellement général des concepts. Au cours de ce siècle, notre vision de la réalité, par conséquent, notre vision de nous-mêmes a été transformée. Les notions d'univers, de temps, d'espace, de matière ont complètement changé, ce qui a entraîné un extraordinaire accroissement de notre aptitude à transformer ce monde. En conséquence, l'homme d'aujourd'hui croit qu'il doit changer les choses. L'économie, la politique, l'environnement de travail, la liberté, l'environnement. La notion de reimagineering, la construction de réalités nouvelles, devient la clé pour la compréhension et pour la réalisation d'innovations et de processus de changement. Les contours entre la matière et les signes, la réalité vraie et la réalité construite, disparaissent. Même la reproduction de la vie semble possible et imaginable. Déboussolées, les organisations déploient énormément d'énergie et dépensent des sommes considérables dans des démarches partiellement antinomiques. Réduction des coûts, augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail, etc. Inaptes à générer durablement la compétitivité et la motivation, ces démarches agissent au pire comme une drogue, et l'entreprise se transforme en peau de chagrin. Le vrai facteur de performance réside dans la capacité à faire de l'entreprise un projet porteur de sens, car pour l'homme du possible, seul le sens confère aux choses leur vraie valeur, leur légitimité. Ainsi, les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, n'ont pas voulu en faire seulement une entreprise admirée pour sa capacité d'innovation technologique et ses résultats financiers. Ils l'ont construit comme une religion avec son credo, Don't be evil, et depuis quelques années sa cathédrale, son lieu saint, le Googleplex à Palo Alto. Le changement porte moins sur les processus, la mécanique de l'entreprise que sur ce qui se passe dans nos têtes. Nous vivons la troisième mutation fondamentale. L'invention de l'écriture a permis de ne plus apprendre par cœur la tradition orale. L'imprimerie a permis d'écouter Montaigne et de se consacrer à avoir une tête bien faite plutôt que bien pleine. Aujourd'hui, Internet met tous les savoirs à disposition de tous, en permanence et où que l'on soit, ce qui modifie radicalement les comportements. Le décideur est remis en cause par les subordonnés, aussi bien informés que lui, sinon collectivement mieux. Pour ceux qui en doutent encore, l'arrivée de la génération Z dans le monde du travail constituera un réveil douloureux. Et derrière se profile déjà celle que j'ai appelée la génération prophète 3 que d'autres nomment la génération alpha, celle par qui adviendra la métamorphose de nos sociétés. Le changement du support message, écriture, livre, Internet, conduit à un changement des modes d'apprentissage. L'enjeu n'est plus le savoir, il est accessible, mais d'inventer comment s'en servir. Nous entrons dans l'ère de l'intelligence, de l'invention. Là encore, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.